Okay, so let's start the last events of this very rich day, and I'm very pleased to welcome Vincent Bourquin, who was here with us last year as a speaker and this year as an invited speaker and guest speaker. Also, I want to welcome Damien Gucci, who will give the talk with him, and both of them will present an experience of mixing, gamification, teamwork, real projects, and in the context of the Gordon Bennett gas balloon competition, I think. So welcome, and after the talk you have the opportunity also to ask questions and to have a discussion. Welcome, Vincent. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hello to everybody. Thank you a lot for inviting us to make this presentation. As you say, we like to mix. We will also mix languages. I will start in English and we follow in French for the other part, so that we can also change languages and mix different things. So I will talk about the gas balloon race and what is the context of these competitions. I will talk a little bit about the physics, the real physics, and then I will let Damien talk about the game that we built based on our experience and based on our physical models, and also we will speak about what we will do in the future. Okay, what is a gas balloon? Essentially, it's a volume of 1,000 cubic meters which is filled with hydrogen. Hydrogen is a very good gas for lifting. It's the smallest molecules in the universe, so it's very light, and so it helps to go up by this way. Of course, it burns a little bit if you mix it with oxygen, so you need to take some precaution, but it's much better, it's much more sustainable than helium, because helium, we cannot produce helium. We can only get some helium from leakages from the ground, and so it's not a sustainable resource. So that's why we use hydrogen. And also we have sand. Sand is very important to make the basket of the balloon heavy. And we also use water because when we fly over cities, people don't like to have sand on the hair or on the hat. So they have the feeling that it rains. Sometimes it's sunny and you receive some rain. So maybe it's a balloon that just drops something over your head. And also a guide rope, which is necessary to slow down when you land the balloon. So here you can see the different parts. And the Gordon Bennett gas balloon race is one of the oldest competition in the world. It was started in 1906. And the next race will be in Bern, not far from here. It will be the 62nd edition, and it will be in end of September. And please be welcome to Bern to assist to the lifting of the balloon, to the start of the race. And in Fribourg, we will also show something to the public. This is typically a situation. You have balloons starting from one point, and you have 1,000 cubic meters, and the rule of the competition is to go as far as possible from this point. And so the only thing that you can do is to change the altitude of the balloon, and so you push by the wind, and so you use the wind to go as far as possible. You don't use gas, so it's a very green way to ensure your mobility. But of course, you need to see which wind to take, and after a certain time you must land because you don't have resources anymore, and so the course is over, the race is over, and the better is winning. We had also another Gordon Bennett is traditionally in Europe, and since 1995 there is a race in the United States which starts always at Albuquerque. For the Gordon Bennett, it's always another location depending on who win the last time. And last year, in 2017, our Fribourg Challenge team participated to this race,
And they have made the distance of 3,670, almost 1 kilometers, which was the world record of, so they win the race and they have a new world record in competition. And here you can see the trajectories of the different competitors, and the one on the top and to the right is the Fribourg Challenge team. So, so this little movie shows you a few highlights on the race from the start in Albuquerque, New Mexico, so close to the Mexican border, up to north of Canada in the Labrador. Very close, actually. We were quite lucky because the balloon landed very close to a city, about a few kilometers away, and it was the only city in an area of about 50 or 100 kilometers, so it was very, very far to the north. And if you take this picture, you can see what happens in the beginning. We almost didn't participate to the race because the balloon was blocked in the Dallas by the Dallas authorities, by the customs. And thanks to a guy that makes a night trip from Dallas to Albuquerque, it was possible to put the balloon in operation in less than 12 hours. So that was a real success. And these are a few pictures taken from the balloon. In the balloon, you don't hear winds because you travel at the same speed as the wind. So it's very silent way. And you can see you have time. It doesn't go very fast. So you have time to admire a lot of sceneries. And here you can see a typical American city. You also fly during night. There are two pilots on board, and one is usually having rest, and the other one is doing the navigation, taking contact also with authorities and air traffic control. So this is what happens in the air, and in order to guide the balloon successfully, we have an headquarters, which was in Fribourg. And in this headquarters, we analyze the different flight radar tracking from our balloon, but also from the competitors. And we compare, we simulate trajectories thanks to different models. And we have here Jean-Luc and Richard who made the models, the mathematical models and the physical models, in order to simulate the position of the balloon vertically and also horizontally, thanks to the meteorological effects. And meteorological, we need also specialists because we don't want the balloon to be close to lightnings.
it can damage a little bit the structure of the balloon and also have some mixing with the hydrogen, which is not a good thing. And we have also air traffic control, because we have some areas which are forbidden. You cannot fly into it, so you need to adjust your attitude in order to find path, in order to go around places which are forbidden to flight. This can be military, for military reason, or also the traffic close to the airports. Airports don't like, and they have the authority to say, okay, now you land, and when you land, it's finished. So we try to avoid this. So it's a complex. You need to take into account a lot of different aspects. So in order to make it, we mix the competences. It's an interdisciplinary work, and every people from different disciplines has the mission to express himself according to his knowledge, according to his analysis. And what we try to do during this competition is really to break the barriers between disciplines and to speak freely and openly, and in order to make a decision which is a group decision, and everybody agree to the decisions we take, even the people inside the basket, which are extremely courageous, because you have very low temperature at high altitude. You have seen that they have some inhalators which allows them to breathe oxygen, because at a certain altitude you need to have extra oxygen in order to have sufficient oxygen for the brain to run normally. And you can see the cooperative work inside the headquarters. You have the meteorological people on the right, and also Richard from mathematics, Meteo, and Nicolas Schroeter, who is a specialist also for communication. We went so far away that we lost the possibility to the balloon system cannot give automatically its position. So we had to collect this position in order to say to the people that the balloon was still airborne and that it did not crash, because if we don't have any news from a balloon for more than 20 minutes, then you start to have alarm procedure, and they send some helicopters in order to see if the balloon or the aircraft has crashed. And here you see a typical decision point where we gather all the people and we try to find the best way, to make the best decisions to ensure the safety of the crew. That's really the first objective, and also to find the proper way to go as far as possible. Just a few words about physics. Physics, we have, it took us more than 1 year in order to understand the physics of the balloon. The balloon is something which is quite old. It's the most ancient way to fly, if you consider that falling from a cliff is not a proper way to fly. But it's so we think that it was very easy to model it, but it's not easy at all. The balloon is sensitive to a lot of different phenomena, and you need to model all these phenomena in order to have a proper trajectory for your balloon. And here you have a few elements which needs to be taken into account to see how the balloon will behave. And in order to control a gas balloon, you don't have a lot of things. You can just jettison some ballast, so you can throw some sand away of the basket, or you can drop some hydrogen out of the balloon. And so if you drop hydrogen, you will go down, and if you drop some sand, you will go up. So that's the only control that you have. But it's your resources, and you need to be very careful in order to minimize the quantity of ballast that you will drop or hydrogen that you will drop. And now I will let Damien explain you what game we build based on this knowledge and based on this model. Damien, it's your turn. The floor is yours. Merci Vincent. Alors, en tant que grand fan des jeux vidéo, autant du côté de la création que vraiment jouer au jeu, lorsque j'ai dû choisir mon projet d'approfondissement pour mon master, j'ai vu un projet qui s'appelait Gordon Bennett Game. Je ne savais pas du tout ce que c'était Gordon Bennett, mais je me suis intéressé à ce projet, j'ai décidé de le faire. Et le résultat, c'est un jeu 2D qui se joue sur mobile et qui peut se jouer également sur navigateur,
avec la physique réelle du ballon pour ce qui est du mouvement vertical. Donc on va lâcher du gaz pour lâcher du sable pour monter, enlever du gaz pour pouvoir descendre. On a aussi un profil réel du sol. Par exemple, on décide d'aller de Fribourg à Neuchâtel, on aura réellement le profil du sol en ligne droite de Fribourg à Neuchâtel. Et par contre, on n'a pas vraiment de météo, on n'a pas de vent ici, donc le ballon avance à une vitesse constante, comme si on avait un vent constant qui nous pousse dans cette direction-là. Au niveau de l'interface du jeu, elle est comme ça. Donc à droite, on a la possibilité de délester soit un demi-kilo de sable, soit directement 15 kg de sable, ce qui représente à peu près un sac. Sur la gauche, on a l'option pour soupaper 1 mètre cube de gaz ou 15 mètres cubes de gaz. Et avec ça, on va pouvoir voler plus ou moins haut et éviter quelques zones dangereuses. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo du jeu, de un peu comment ça se passe. D'abord, on a une vision ici où on voit en rouge, c'est des nuages orageux, donc on n'a pas envie d'y aller vu qu'on est rempli d'hydrogène et on n'a pas envie que le ballon explose. Et en bleu, c'est une zone, par exemple, au-dessus d'un aéroport, où on nous dit qu'on a le droit de voler seulement à une certaine altitude parce qu'il y a d'autres avions et d'autres choses qui se passent à différentes altitudes. Donc ensuite, on démarre la partie. On déleste pas mal de sable pour pouvoir monter assez vite. Là, on a traversé les nuages. On va arriver près d'un nuage orageux qu'on va voir en haut à gauche ici. Donc on va pas aller plus haut, on va rester à distance. Ici, on a un endroit où on peut voler seulement entre 6300 et 6600 mètres d'altitude. Donc on va se caser à cette altitude-là. Si on dépasse, on perd. Et donc on vole à cette altitude et ensuite on va voir également un atterrissage. Voilà, on voit en haut à gauche sur la carte qu'on se rapproche vraiment du sol. Et là, on a un atterrissage à une vitesse raisonnable, donc on gagne. Je vais parler maintenant des règles. Alors pour gagner, il faut faire un atterrissage correct. Alors qu'est-ce que ça veut dire un atterrissage correct? C'est un atterrissage qui est assez lent au niveau de la vitesse verticale. Si on arrive à 10 mètres secondes, on va se cracher. Donc la limite a été mise à 0,5 mètres par seconde. Si on est plus rapide que ça, on se crache. Et également la pente sur laquelle on atterrit, il ne faut pas qu'elle soit trop pentue, donc c'est une pente de maximum 30%. Si c'est plus élevé que ça, on perd également. Au niveau des raisons de perdre une partie, il y a, comme je l'ai expliqué avant, les nuages orageux et si on est sur la mauvaise voie aérienne. Également un atterrissage brutal, donc qui ne respecte pas les conditions que j'ai dit juste avant. Et également si on monte trop dans la troposphère parce qu'on ne va pas pouvoir respirer et donc on ne va pas rester en vie très longtemps. Il y a deux types de parties qu'on peut faire dans ce jeu. Il y a les parties prédéfinies, donc où on part d'un endroit à l'autre, tout est prédéfini. Tout le monde va pouvoir faire cette même course et se comparer aux autres. Et il y a les parties personnalisées où on choisit la date et l'heure de départ. Si on part avec un ballon qui est rempli des 1000 mètres cubes d'hydrogène ou si on commence avec un ballon qui est rempli qu'à moitié par exemple. Et on peut choisir notre course, donc le point de départ et le point d'arrivée. Au niveau des scores, donc pour une partie prédéfinie, on va prendre en compte le sable qui reste à la fin. Si on a réussi à faire la course en utilisant moins de sable, c'est mieux. Pareil pour le gaz. Et la distance parcourue, vu que c'est un peu le but des vraies courses, la Gordon Bennett et l'America's Challenge, le but c'est de parcourir la distance la plus grande, donc c'est ce qui va compter le plus. Et on peut soumettre notre score sur le serveur, c'est stocké dans une base de données pour le jeu, et tout le monde peut voir notre score et se comparer.
Et pour une partie personnalisée, on va ajouter également les différentes conditions qu'on a mis, donc le volume initial, parce que si on a un ballon qui n'est pas rempli au départ, ça sera plus difficile. Donc on aura un peu plus de points pour compenser ça. Et aussi la difficulté qu'on a mise, donc le nombre de voies aériennes qu'on a, parce que plus on en a, plus c'est difficile aussi. Et le but, c'est de pouvoir comparer ces différentes parties sur son appareil, soit son smartphone, soit son ordinateur, comparer les différentes courses qu'on a fait pour voir si on a fait plus ou un moins bon score. Ensuite, une fois que ce projet était fini, il est arrivé le moment de faire la thèse de master et j'ai décidé de continuer sur ce sujet en faisant un simulateur 3D cette fois. Donc ce simulateur 3D permet de décoller de n'importe où sur la planète. On choisit un endroit, ça charge la carte et on est parti. C'est un simulateur qui utilise la réalité virtuelle, qui va prendre par rapport au jeu 2D le vent réel, en tout cas les prévisions du vent, pour vraiment suivant la date qu'on donne, on va vraiment se bouger avec le vent qui est à ce moment-là. Et on a aussi des instruments réels, donc on a une carte pour voir où on est, d'où on a décollé, et un instrument qui va nous donner la vitesse actuelle, l'altitude par rapport au sol ou par rapport à la mer, et des informations comme ça. On a aussi des informations sur le sable qui nous reste et le gaz qui nous reste, qui sont pas vraiment réels, parce qu'en conditions réelles, on va pas savoir exactement ce qui nous reste comme masse de gaz ou de sable. Au niveau de la météo utilisée, on a utilisé un modèle qui s'appelle GFS, qui est un modèle américain mais qui couvre la planète entière. Il fallait un modèle où on puisse avoir le vent à plusieurs couches, pas seulement le vent au sol, parce que on est au sol au moment de l'atterrissage et du décollage, mais le reste du temps on est en l'air à plusieurs altitudes différentes. Donc ce genre de modèle météo permet d'avoir le vent à 1000 mètres, 2000 mètres, etc. Au niveau du développement qui a été fait pendant ma thèse de master, il y a eu composer la Terre en fait à partir des tuiles. Ici c'est Mapbox parce que Google n'est pas très ouvert pour donner les tuiles. Alors une tuile, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui fait normalement 256 pixels sur 256 pixels et qui représente une partie du globe. Alors ici Mapbox nous donne deux versions de ces tuiles. On a une version où on a vraiment la vue satellite et on a une autre qui nous donne d'après la couleur l'altitude. Ce qui nous permet de modéliser par rapport à ces altitudes vraiment le profil de cette tuile et d'y ajouter la texture. Un autre problème, c'était que si on veut pouvoir voir assez loin, donc par exemple à 300 km autour du ballon, et qu'on veut prendre les tuiles de la meilleure qualité possible, on aura besoin de 200 millions de tuiles et donc 60 terabytes de données. Ça, c'est des tuiles de la meilleure qualité, ça veut dire que chaque pixel représente 20 cm dans la réalité. Alors, ce qui a été fait durant ma thèse de master, c'est une technique qui consiste à prendre les tuiles de bonne qualité pour ce qui est très proche de nous, et plus on est loin, donc moins on aura de vision sur ces tuiles, plus on peut prendre des qualités un peu plus grossières, et on va jusqu'à des tuiles qui font 400 mètres réels pour un pixel de l'image. Et avec ça, on réduit de 200 millions de tuiles à 400 tuiles et de 60 Tera à 200 mégas de données, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Ici, on a ce qu'on voit justement depuis le ballon, donc on voit à 300 km, on voit les montagnes qui sont au loin. Grâce à l'utilisation de la librairie de SteamVR, le développement est fait une fois pour être compatible sur les différents casques, c'est-à-dire l'Oculus Rift, le HTC Vive et les différents casques de Microsoft qui sont faits derrière par Acer, HP, Lenovo et Dell. Alors là, je vais vous montrer quelques résultats du simulateur. Donc ici, on a l'appareil de mesure qui nous montre justement l'altitude par rapport à la mer, l'altitude au sol, la vitesse et le vario. Le vario, c'est la vitesse de montée ou de descente. Et ici, on a une carte pour voir à peu près où on se trouve, parce que c'est toujours
pas toujours facile de savoir où on se trouve quand on est en altitude, on n'a pas de repères, on n'a pas les noms de villes, on est vraiment comme dans la réalité, on voit juste la ville vue du dessus. Voilà une petite vidéo qui présente les résultats. Donc ici on a un décollage, donc on va commencer par lancer un sac de sable pour décoller. Donc là on décolle, on est au-dessus de Fribourg. Et là on commence à avancer à 10 km/h et on monte de presque 2 mètres par seconde. Ici on peut voir la carte, donc le décollage de Fribourg. Et ensuite on va avoir une vue un peu plus en altitude où on voit un peu mieux ce qu'il y a autour de nous. Et on peut continuer à balancer nos sacs de sable si on veut continuer à monter. Là on monte à 10 mètres secondes, donc c'est des choses qui se font pas vraiment. En réalité c'est beaucoup, mais dans la simulation on peut se le permettre. On peut tester des choses qu'on ne testerait pas en vrai. On va aussi voir un atterrissage qui ici est bien brutal vu qu'on descend à 23 mètres par seconde vers le sol. Donc un crash, ça aussi dans la réalité on évite de le faire, dans la simulation on peut tester. Et ici le même vol mais de nuit. Donc suivant si c'est le jour ou la nuit, on va voir le soleil ou pas, le ciel bleu, noir. Ici on a une corde, c'est la corde pour soupaper, donc pour enlever du gaz. Donc pour pouvoir redescendre. Et voilà, là on a une vitesse un peu plus raisonnable, on a 5 mètres par seconde en descente. Donc c'était la première présentation publique de ce simulateur et on a choisi justement cette conférence pour le faire. Au niveau de la suite, on est en train d'ajouter de la gamification sur ce projet. On a plusieurs idées, par exemple devoir lancer des objets sur des cibles, donc devoir se déplacer vers une cible qui sera au sol et lancer des objets sur cette cible, ou alors qu'on ait des portails à passer pour vraiment ajouter quelque chose d'un peu plus fun, faire aussi des parties plus courtes, parce que comme c'est dans le cas d'un simulateur, on peut voler pendant 2-3 jours comme les courses réelles, mais on n'a pas envie de rester dans un casque de réalité virtuelle pendant autant de temps. Et si vous avez d'autres idées de gamification qu'on peut apporter, elles sont toujours les bienvenues. Là, on a une image du début de travail d'ajout justement de gamification avec ces cibles qui sont au sol, de différentes couleurs. On a des boules dans la nacelle du ballon avec les mêmes couleurs. Et le but, c'est de lancer ces boules le plus proche possible de ces cibles. Donc, on doit faire déplacer notre ballon par rapport au vent, trouver la bonne altitude pour aller vers ces points et lâcher les différentes boules dessus. Le score est basé sur le temps de vol. Plus on arrive à le faire vite, mieux c'est. Aussi, la distance entre l'objet et la cible, parce que si on le fait très vite, mais en lançant les objets n'importe où, c'est clair que le score doit être très faible, voire 0. Et aussi l'altitude du ballon, parce que c'est aussi plus simple de lâcher notre boule sur la cible correctement si on est 10 mètres au-dessus de la cible que si on est 1000 mètres au-dessus de la cible. Au niveau des perspectives d'avenir, il y a l'ajout de nuages. Les données météo qu'on a permettent d'avoir, en plus du vent et de la température, d'avoir les nuages. Donc les ajouter dans le côté physique, vraiment qui fait la simulation, et aussi visuellement, qu'on voit où sont les nuages. Utiliser une météo un peu plus précise. Là on utilise un modèle mondial, mais pour la Suisse, avec toutes les montagnes qu'on a, c'est pas très bien modélisé. Donc il y a 2 modèles européens, un modèle français qui s'appelle Arome et un modèle allemand qui s'appelle Icon, qui font un modèle qui est plus précis pour l'Europe et pour la Suisse. Donc pourquoi pas utiliser ce genre de modèle au lieu de GFS, implémenter d'autres types de jeux, donc par exemple celui où on doit passer à travers des portails, ajouter aussi des bâtiments, parce qu'ici on a le profil du sol qui est mis, mais le bâtiment en fait, l'image du bâtiment est simplement sur le sol, on n'a pas vraiment de bâtiment en 3D, ça serait quelque chose qui rendrait plus difficile l'atterrissage déjà, parce qu'on devrait éviter les bâtiments et qui rendrait ça un peu plus réel.
Et là aussi, si vous avez des idées, elles sont toujours les bienvenues. Comme l'a dit Vincent au début, la Gordon Bennett aura lieu fin septembre, début octobre à Berne. Le décollage est prévu le 28 septembre au soir. Vous êtes les bienvenus pour aller là-bas. C'est toujours beau de voir une vingtaine de ballons à gaz comme ça décoller les uns après les autres. À l'école d'ingénieurs, vous pourrez aussi venir suivre la course en direct, tester aussi 7 démos en prenant la place de n'importe quel ballon au choix, par exemple le ballon de Fribourg. Vous prendrez la position du ballon en temps réel pour voir exactement ce que les pilotes voient à ce moment-là. Vous pouvez suivre également l'équipe Fribourg Challenge sur Facebook et Twitter. Ici, il y a aussi un QR code si vous voulez télécharger le petit jeu 2D que j'ai montré avant. Et voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions... Okay, thank you very much for this very impressive project, and we welcome any question or suggestions. Max? Il faut répondre devant le micro. Merci et bravo. Juste une petite question. Est-ce que le joueur a accès à la prévision météo? Et si oui, est-ce que vous faites ça avec les météos du passé? Est-ce que je comprends? Il n'y a pas la notion d'incertitude sur la météo et la réalité joue un rôle important. Alors pour l'instant, c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas les prévisions météo qui sont intégrées. On les a avec un outil externe, mais à terme, ça serait une idée de l'inclure par exemple sur la tablette où on a la carte, d'inclure la météo aussi à différentes altitudes pour que le joueur sache je dois monter à 4000 mètres pour pouvoir aller sur cette cible, etc. Donc ça fait partie des ajouts qu'on pourra faire. Oui, c'est vrai. Il faut que comme dans la réalité, que la prévision soit... Oui. Thank you very much, both of you. It's really interesting topic and game scenarios. I know you're apparently doing it very realistic. So I was just trying to spin some game ideas, and I think one thing would be introducing events, like it's not very realistic, but a glacier coming out or some environmental obstacles that might the need for maneuvering around or something, or if you had like also incoming calls like airplane or I don't know helicopter, or it's not very realistic, but I think if you want to also try a more fictional angle, there could also be possibilities for surprising game elements that will kind of disrupt the simulation. But I think it's very cool. Thank you. Chouette. C'était des suggestions. Ouais. Mm-hmm. Yes, we are very open to suggestions, and we thank you very much. And if you have other ideas, please email, because it's really we achieve a very good point for training of people that wants to make balloon, or people that want to experience balloon. But of course now it's really a good start to make gamification and to develop games on this basis. I have a question. In the end, so there are people in the balloon, but what are the degree of freedom compared to those who have the meteo maps and the remote location? Yes, that's a very good question, because of course people that are in the balloon operate really the balloon. We can imagine, of course, that from Fribourg we do like people do with drones today. So they have airplanes that attack somewhere in the world directly, but with no pilot inside.
Of course, we don't have systems in order, we did not develop so far systems in order to operate a balloon in an autonomous mode. But what is essential is that if you have people inside, it's first it's a responsibility because you need to you cannot take risk. Well, at least at a certain level of risk, and there is also something else because you have the prediction of the meteorological, which are renewed every 3 hours, and you have the reality. And in theory, there is no difference between meteorological and prediction, but in reality, there is a difference. And these differences are what are the people sensing inside. And we have also been in situations where we predict some trajectory and we see completely different trajectory on board. And the people inside needs to take decisions and also to make some special movements, change altitudes, and so on. But you also have, since you are airborne, you have the responsibility of your position. You need to indicate where you go. You cannot take off an airplane and go wherever you want. You need to say, okay, I'm here and I will go here, which is very difficult with the balloon, but at least you need to inform regularly the people and take, because the people that organize the traffic, the air traffic, they expect to have pilots in order to say, okay, you need to go down because there is another airplane that go in that direction, and this compromises the safety. And so still now you need to have people inside, and it's also a part of the beauty of the race. And because these people are very courageous, because you are 60 hours in a small basket, and the most intensive part of the flight is the landing. And in the landing, they land with a very, very small amount of sound. And really, you need to have guts in order to do it. Really, it's not an easy way. And you really need to think very. The landing operation is really something which is you need to be very sensitive, and you need to anticipate a lot of things. So piloting a balloon, it's one thing to say, okay, we need to go approximately in that direction, but when you are inside, you need to give the fineness in piloting it, which is really properly operated by the pilots. So actually, this could be a great improvement of the software of the game. I mean, having some recommendation from the ground patrol, and then some way to sense in the game what the reality is and decide whether or not do what the ground patrol says or not. This could be a good way for gamify that gamification. This would inspire from very good games. Yeah, that's a good idea. We can also have a virtual reality in the headquarters, and to train people to be also inside the headquarters, and to look, to anticipate, to study the maps, to see where it is forbidden to go, to understand the meteorological aspects, which is also very difficult and very difficult aspect. So understanding all the communication, the negotiation that you need to have with in order to fly over or to avoid forbidden area, it's one thing, and to understand the meteorological, to understand what are the situations which are dangerous and what are the situations that are not dangerous, is also something that can be trained and that can be added. Yes, of course. So you can. It would be an excellent team game. I have another question regarding the next event. You said we could be through the VR glasses following the balloons, but have you tried to put a 360 camera in the balloon with the crew, and that you could have on the VR
So you would not be on a simulated environment, but on a real environment with the pilots. Je peux répondre si tu veux. Oh, tu veux répondre? Comme tu veux. I can start and you can. We already put 360 camera and video on the balloon, and you can see it on YouTube. And so you can see what. But this equipment is heavy. Just before the competition, the pilots go into a diet in order to lose. I think if they would be losing more weight, they would need to take a bone out of themselves. But weight is very critical, and so it's not possible yet. And there is another limitation. We have very limited bandwidth when they are low. In the United States, when they were in most area in over United States, you have a ground connection. We have a GSM connection, and that was quite easy. But when they go high, then it's very difficult. So, and in some area there was nothing at all. There was only the satellite telephone, and the bandwidth is very, very limited. So you can only send messages and information and voice. That's all. So we don't have the bandwidth to do it properly. Thank you. Other questions? J'ai bien répondu. One more. It's really a question, but that makes me think about this game, Volvo Ocean Race game. You know for sure that you do you can. It's very successful game that you follow the real wind, and you have to manage your. There is the sailing boat, but here could be the balloon in the real conditions, and you are in competition with thousands and thousands of players. Could it be possible with your 2D option, first work, could be applied with such a game? I don't know. Alors, pour le moment, on a juste la comparaison des scores, mais on peut pas vraiment se battre en temps réel en même temps, surtout qu'on n'a pas un vrai vent. Mais ça serait une possibilité pour l'avenir, justement, d'ajouter la météo réelle, vu qu'on a travaillé avec pour le simulateur 3D, on peut facilement la mettre aussi dans la partie 2D. On pourrait faire un jeu comme ça a été fait pour les courses de bateau. I quickly translate in English. It's possible to make it. It's not done yet, but it's a possible evolution of the play. And you're right. It's very successful, and we don't know if gas balloon race could be as successful as the. But at least we have the. I would say a good start to go in that direction, and if there is some demand, it could be a nice way to continue the project. Yes. Okay, so thank you, and we have a little souvenir from your stay there. Merci. Je m'excuse, vous n'étiez pas annoncé, donc on n'a pas préparé le certificat, mais demain, il sera prêt, on peut donc vous l'envoyer la prochaine fois. Merci encore pour votre intervention. Merci. Merci. We are closing this first day. We give you rendezvous tomorrow at 8 for the start 15 past 8? I think it's 8:30, but the coffee will be ready. Yeah, coffee at the demo place at 8, so everybody is fit and ready to start the day. So thank you very much. See you tomorrow.